Non. Ok. Salut Johan, recommence. Salut à toi, Virgile. Bah, je suis ravi de passer encore un moment avec toi. On a eu une super discussion il y a quelques semaines à propos du cacao et j'ai apprécié chaque minute. C'était comme de manger une tablette de chocolat avec toi pendant 1 heure et demie. Je sentais l'esprit du cacao en toi et, tout, et donc je serais très très heureux que de nouveau que tu recommences à partager ton expérience, tes connaissances. Je Hmm. te laisse peut-être te présenter, expliquer enfin, ton parcours et ta passion. Merci beaucoup, Virgile, pour cette invitation. En joie d'être avec toi donc aujourd'hui pour parler du cacao, du chocolat. Donc moi, je suis Johan de Joie. Euh, je marche depuis quelques années maintenant en étroite collaboration avec le cacao. Je dirais depuis 2019, c'est une plante qui a beaucoup de place dans ma vie et plus particulièrement depuis les 2 dernières années. J'ai découvert le cacao et l'aspect, disons, médicinal, sacré, beaucoup plus holistique que la vision que j'en avais avant, en 2019 au Panama, en buvant des boissons dans un petit stand de cacao. En fait, je tenais un chai cacao sur une plage au Panama et mon rôle dans cet endroit, c'était de couper des blocs de cacao 100% pur qui venaient de Bocas del Toro, donc un petit archipel au Panama. Et je mélangeais cette pâte de cacao avec du piment, les panameños, et de l'eau, et rien de plus. Et c'est en faisant ce breuvage que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, le cacao était une boisson qui donnait énormément d'énergie, qui activait profondément le corps. Et ouais, je pense que c'est depuis ce jour-là que je perçois le cacao différemment. Et juste pour comprendre, parce que c'est ça qui t'a donné envie de faire maintenant un parcours carrément universitaire, d'écrire une thèse et d'être dans des centres de recherche à Paris et dans le sud de la France pour mener des recherches. Enfin, depuis ce jour-là, tu as commencé à complètement dédier une, Alors, une partie de ta vie. ouais, ça a été progressif. Je dirais que ce jour-là, ça a été un petit peu comme un shift, une rencontre vraiment avec le cacao comme une plante sacrée, comme une conscience. Mais ce qui m'a fait prendre un chemin universitaire, ça a été ensuite différentes opportunités sur mon chemin. Différentes opportunités, notamment donc effectivement suite à mes études que j'ai fait au Jardin des Plantes de Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. J'avais envie de monter un projet de doctorat et j'étais très attiré par le Costa Rica et plus spécifiquement sur ces projets qui mêlent des cultures indigènes très anciennes sur le territoire donc d'Amérique centrale et des personnes plus récemment arrivées sur le territoire. Donc je m'intéressais à l'époque à la permaculture. Et c'est en contactant différents chercheurs qu'on m'a parlé de ce projet cacao. Et le projet consistait en l'internationalisation d'une filière entre le Costa Rica et la France. Et quand on a commencé à m'en parler, je me suis dit, mais oui, évidemment, là, il y a vraiment quelque chose à faire qui me parle. Et ce qui m'a notamment appelé, c'est le potentiel du cacao à pouvoir régénérer les forêts tropicales. Donc, il y a énormément de projets de restauration écologique qui se font autour de cette plante, qui permettent de retrouver des écosystèmes luxuriants tout en produisant du cacao. C'est aussi l'importance culturelle pour renforcer les traditions ancestrales associées au cacao, puisqu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui émergent et qui donnent de la place aux populations indigènes. Donc au Costa Rica, c'est beaucoup le cas des populations Bribri, Maleku, Boruca, qui vont travailler avec le cacao. Il y a aussi une grande émancipation pour la place des femmes puisque beaucoup de femmes sont appelées à travailler dans les productions et à retrouver la place qu'elles avaient finalement traditionnellement, qui est celle de préparer le cacao et le chocolat. Et voilà, d'autres aspects, on pourrait parler aussi de l'aspect nutritionnel. Donc, quand j'ai vu en fait l'étendue des choses, des intérêts autour du cacao, je me suis dit oui, j'ai envie de travailler avec cette plante, ça fait vraiment sens pour moi.
Ouais, parce que si je ne me trompe pas, le sujet de ta thèse, c'est de la nourriture des dieux à la nourriture des touristes, c'est ça? Donc tu vas... Oui, alors, c'est le nom que j'ai donné au début, effectivement, quand j'ai proposé un sujet de thèse. C'était d'étudier l'évolution de la consommation du chocolat aujourd'hui et aussi la manière dont des populations qui utilisent le cacao traditionnellement viennent à le valoriser économiquement dans d'autres circuits, donc notamment grâce au tourisme. Donc, je m'intéresse beaucoup à voilà, le tourisme comme une opportunité de valorisation de la filière cacao qui soit autre pour les producteurs que simplement vendre des graines de cacao sèches à l'international, mais qui est aussi une manière de valoriser la culture immatérielle, donc les histoires, les mythes et toute la manière de travailler avec le cacao finalement. Voilà. Et c'est ça qui me passionne avec toi, c'est que je pense que on est tous en France assez au courant du goût du chocolat. On en a goûté sous plein de manières. Mais en ce moment, moi, depuis quelques années, je l'ai regoûté sous ses formes crues, sous ses formes plus anciennes, des fèves Criollo, par exemple. Donc, il y a des chocolatiers maintenant qui mettent l'accent sur vraiment des fèves beaucoup plus qualitatives, qui peuvent se manger brutes ou très fortes. Donc, il y a plus, puis peut-être aussi moi, en perdant un petit peu l'appétit pour le sucre, je commence à apprécier son amertume et peut-être aussi ses valeurs plus euh, médicinales, énergétiques, euh, euh, sacrées. J'ai participé dans les milieux yogiques à des cérémonies de cacao. J'ai remarqué son effet quand même très apaisant et en même temps stimulant. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et toi, la dernière fois, quand on en a discuté, c'est tous ces sujets que tu embrasses et que tu synthétises aussi et que tu m'as parlé aussi d'une chose qui m'avait beaucoup plu, c'était qu'en Angleterre, il y a une étude, il y a un centre comme œnologique qui est d'un haut niveau qui t'avait Mhm. envoyé une boîte et il y a vraiment maintenant des gens qui se forment un peu comme les œnologues et qui sont capables de reconnaître les terroirs, les variétés, etc. Euh, Des chocolatologues, oui. chocolatologue. Et que c'est une boisson voilà, qui pourrait rentrer de manière beaucoup plus euh, euh, globale sous des nouvelles formes. Voilà, c'est un petit peu ces formes-là plus que j'aimerais. Puis d'ailleurs, euh, toi-même, là, l'année dernière, tu m'expliquais que tu avais ouvert une Mercabar sur des festivals et Hmm. que tu offrais, et c'est quelque chose que j'ai vécu aussi cette année, tu offrais tu proposais à la vente des, euh, des boissons chocolatées qui pouvaient remplacer des boissons un peu alcoolisées ou des substances, etc., pour avoir un même effet d'euphorie et de bonheur pendant pour les festivaliers. Ouais, quelque chose qui a Hmm. très bien fonctionné et que tu comptes développer aussi ce Mercabar ambulant. Donc, Tout à fait. là, j'envoie quelques pistes et je te laisse vraiment rebondir. Ben écoute, oui, merci. Effectivement, ça brasse large. Il y a beaucoup de directions à aller quand on parle du cacao. Et moi, ce qui m'intéresse effectivement aujourd'hui, c'est de voir la grande diversité des manières d'utiliser le cacao. Donc déjà, quand on parle du cacao, très souvent, on se réfère à la fève de cacao ou graine de cacao. Mais déjà, le cacaoyer en lui est une panacée. Il a été utilisé et encore utilisé pour beaucoup plus que la graine qu'on connaît aujourd'hui. On peut faire des préparations comme des thés avec les feuilles. Les feuilles jeunes sont comestibles. L'écorce, c'est très médicinal. Il y a aussi beaucoup de préparations médicinales qui se font à partir des fleurs. Donc déjà, voilà, il y a une dimension très intéressante de la reliance à l'arbre, au cacaoyer, qu'on connaît très peu finalement en Europe ou en Occident. Donc voilà, avant même de parler de la fève, que j'ai là d'ailleurs, petite fève de cacao, on a voilà, l'arbre, le cacaoyer, qui est un arbre fantastique, avec beaucoup de diversité génétique aussi. Bon, sans entrer trop dans ce sujet du cacaoyer en soi, une fois qu'on a la fève, on peut faire énormément de produits dérivés. On pense souvent au chocolat, donc à la barre de chocolat, mais déjà la fève en elle-même est mangeable telle qu'elle. Et une manière traditionnelle de la préparer, c'est avant tout la boisson, le chocolatl, qui voulait dire eau amère,
Bon, c'est l'une des traductions, il y en a différentes, il y a encore des recherches qui se font sur voilà, tous les sens que pouvait avoir chocolate. Mais en tout cas, c'était avant tout une boisson, souvent une boisson amère, épaisse, potentiellement épicée, et qui était utilisée essentiellement à des fins sacrées, rituelles. Donc en Amérique latine, que ce soit chez les Mayas, les Aztèques, les Incas, d'autres groupes d'Amazonie, ça a souvent été une boisson associée à des rituels sacrés, qui était reconnue comme ayant de grandes vertus thérapeutiques, et aussi, donc voilà, des vertus antéogènes. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Antéogène veut dire faire l'expérience du divin. La plupart des plantes que l'on connaît comme étant des antéogènes vont être des plantes hallucinatoires, comme l'ayahuasca, le peyote, les champignons hallucinogènes. Le cacao n'est pas un psychédélique, ça reste un psychoactif, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur le cerveau, mais on n'est pas sur un psychédélique. Pourtant, c'est une plante considérée comme antéogène, théobroma, la nourriture des dieux. Donc ça, c'est une spécificité de cette plante que je trouve très intéressante. Tout à fait, ouais. Et, et ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, c'est que, en fait, le cacao, quand il a été rencontré par les Espagnols, par les conquistadors, il a été très vite vu comme un super aliment, c'est-à-dire un aliment qui pouvait à l'époque nourrir les guerriers espagnols durant tout le jour sans avoir à manger ou même à boire. C'était une boisson aliment qui permettait à des soldats d'avoir une ration complète. On disait que c'était plus nourrissant que la viande, plus nourrissant que le poisson. Il faut s'imaginer dans le temps quand ils arrivaient dans ce nouveau monde, ils savaient pas trop comment se nourrir. Bon, certes, il y avait une abondance de fruits, mais aussi une abondance de poison. Et le chocolat a été beaucoup utilisé comme ça. D'ailleurs, je Mais peux même lorsqu'elle est... Oui, faire parce que je me suis intéressé il y a peu de temps à la feuille de coca et au oui. Coca-Cola, et je me suis rendu compte que euh, les Allemands donnaient des boissons à leurs militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, qui préparaient à base de cacao et de noix de cola. Là, c'est pas non, donc, cacao et boîte. Alors, Et donc, il y a même une entreprise qui continue d'exister, qui s'appelle, je crois, Choco-Cola, et qui continue de fabriquer cette boisson très stimulante. Ouais. alors, c'est pas plutôt avec la feuille de coca et noix de cola, plutôt que le cacao? Alors, ouais, ça, c'est le Coca-Cola. Ouais, c'est ça. Et il y avait Et aussi j'ai cacao fait et la petite cola. confusion, mais il y avait aussi le Choco-Cola. Voilà. Ok, j'ignorais. Très intéressant. Ben oui, c'est des boissons stimulantes. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, tous ces stimulants sont finalement le café, le maté, le thé, le rooibos. Bon, le rooibos, c'est moins stimulant, mais c'est toutes des plantes qui ont traversé les âges et qui ont toutes eu une importance culturelle très forte en fait par les populations anciennes. Donc, la coca aussi, évidemment. C'est très intéressant de voir comment ces plantes traversent les âges et évoluent en termes d'usage et aussi en termes de gastronomie. Alors, En tout voilà, cas, pour en revenir au cacao, une chose qui est très intéressante et qu'on a tendance peut-être à oublier à notre époque, c'est que quand le cacao a été amené en Europe, c'était en tant que plante médicinale. Peut-être même beaucoup plus que dans son usage finalement qu'en ont fait les Espagnols en Amérique centrale. En Europe, ça a été très tôt amené un médicament qui a été une panacée utilisée par les docteurs, prescrit pour tout un nombre d'usages bien spécifiques. Et en fait, pendant des siècles, toutes les recettes, disons la gastronomie qui s'est développée autour du chocolat étaient avant tout des prescriptions d'ordre médical. Donc en fait, l'usage du cacao et du chocolat comme un médicament ou une boisson avec des vertus thérapeutiques très fortes a vraiment interpellé les Occidentaux dès les débuts en fait. Et il y a énormément d'études, d'usages, de recherches qui ont été faites sur ça au travers des siècles avec voilà donc tout ça qui s'est développé, y compris la tablette de chocolat lorsqu'elle est apparue. C'était certes de nouvelles manières de consommer le chocolat, mais aussi une manière d'emmener un super aliment dans sa poche pour avoir quelque chose de très nourrissant un peu partout où on va. Toute l'apparition de la publicité à la ouais dans tout début du fin 19e, début 20e a beaucoup promu le chocolat comme une plante excellente pour le corps, pour les athlètes, pour
Bon, bien sûr aussi l'aspect aphrodisiaque qu'a le cacao. En tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de vertus qui ont été trouvées pour cette plante et qui ont perduré. En fait, certaines, on les retrouve aujourd'hui. Et dans mon sentiment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de vertus qui sont connues depuis longtemps, mais qui sont approuvées par la science. Des études sérieuses qui montrent, ah oui, effectivement, il y a quelque chose. Alors, il y a des études qui ont été faites depuis longtemps, mais aujourd'hui, on redécouvre tout un tas de choses qu'on n'avait pas forcément en tête dans le temps. Et il y a un shift quand même qui se fait en Europe, qui pour moi est assez nouveau. C'est que traditionnellement, dans l'Amérique précolombienne, le cacao était perçu comme une plante médicinale sacrée. C'est-à-dire que les rituels de guérison avec le cacao se faisaient avec le cacao, le chocolat, comme une boisson qui permettait d'être une force intermédiaire avec d'autres forces surnaturelles de la nature. Donc c'était un purifiant et aussi un véhicule de prière. Donc souvent, on buvait le chocolat pour se purifier, mais aussi on faisait certaines incantations, certaines prières qui allaient permettre de dialoguer avec des forces surnaturelles responsables de la cause de maladie pour soigner le corps. Quand on en est venu en Europe, on a perdu cet aspect, je dirais, holistique et sacré pour passer vraiment à une application plus voilà, physique, le corps physique et soigner les maux du corps. Et aujourd'hui, il y a un shift depuis une vingtaine d'années avec le fait qu'en Occident aussi, on s'intéresse au cacao comme une plante holistique, comme un esprit, comme une plante considérée comme sujet qui va soigner non pas juste le plan physique, mais aussi le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel. Donc on retrouve quelque chose qui finalement est très ancien, qui est de se relationner avec le cacao pour ouvrir son champ de conscience et venir travailler sur voilà, ce rapport holistique à la santé. Et ça, je pense que c'est finalement assez nouveau pour l'Occident et c'est un tournant qui, je pense, est très, très intéressant et ouvre de nouvelles perspectives euh, dans la relation avec le cacao. D'ailleurs, est-ce que parce que moi j'ai découvert le cacao cru par une entreprise, petite entreprise familiale à Paris qui s'appelle Solsemilla et qui Mhm. est spécialisée dans les super aliments d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et ils avaient donc un cacao cru, une variété criollo, donc c'est des variétés anciennes, hein. Ouais. Et, 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 et eux, ils mettaient en avant que sous cette forme crue, non torréfiée, le cacao conservait ses propriétés nutritive exceptionnelle et permettait justement à des gens qui voulaient avoir des performances physiques ou intellectuelles, etc., d'utiliser cette plante-là pour en bénéficier, mais aussi des manques en magnésium, en fer ou aussi des carences. Donc c'était un aliment assez complet qui avait et, euh, et peut-être on peut juste discuter un petit peu de ça. Est-ce que cette variété Criollo, donc c'est les arbres anciens, c'est un petit peu comme quand on dit des tomates anciennes et les tomates, en comparaison aux tomates conventionnelles dans les supermarchés qui ont plus vraiment de goût, qui ont été hybridées, transformées, c'est des nouvelles types de variétés qui produisent beaucoup, mais de mauvaise qualité, etc. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer un peu sur comment sélectionner un bon chocolat, comment goûter un chocolat qui a est-ce qu'il a besoin d'être cru, tu vois, Oui, alors merci pour la est-ce question. qu'il Il y a faut enlever beaucoup le à dire sucre sur tout aussi, ça. est-ce qu'il faut le manger pur, amer? Ouais. Alors peut-être on va commencer par la question de la variété. Donc la génétique. Criollo, ça veut dire créole en français. Créole, on dit ça des populations humaines lorsque ce sont des descendants d'une personne acclimatée à un terroir. Donc en fait, des créolos, c'est un petit peu les descendants de variétés génétiques acclimatées à un terroir. Ce mot, euh, il a une réalité génétique, mais il y a aussi beaucoup de, comment dire, la plupart du temps, quand moi je vais voir un producteur, que ce soit en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, au Pérou, on me dit toujours, ah ça, c'est un criollo. Mon cacao, c'est du criollo. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de savoir si c'est vraiment le cas. Le criollo, historiquement, c'est en fait le cacao qui a été cultivé donc au Mexique, qui n'est pas originaire du Mexique, il était originaire du bassin amazonien, Pérou et Équateur.
Et il a été acheminé par des populations vers l'Amérique centrale, notamment pour les Olmecs, puis les Mayas, et puis ensuite les Mexicas, qu'on appelle aujourd'hui les Aztèques, voilà, donc dans l'actuel Mexique. Et il aurait été sélectionné, selon certaines sources, pour les propriétés gustatives. Donc, c'est un arôme qui est souvent floral et assez doux, mais aussi pour les propriétés énergétiques, puisque c'était une plante sacrée. Il a été sélectionné comme ça. Les Espagnols, en arrivant, ont dit ça, c'est le meilleur cacao, le criollo. Il est aujourd'hui toujours reconnu comme le cacao fin. Or, il y a aussi plein d'autres cacaos. En fait, on parle du cacao, on ferait beaucoup mieux de parler des cacaos. Avant même que les Espagnols viennent, il y avait déjà des classifications vernaculaires, en fait, de tout un tas de différents types de cacao qui n'avaient pas les mêmes usages. Par exemple, chez les Mayas, au Guatemala, dans l'actuel Guatemala et sud du Mexique, certains cacaos, les cacaos rouges, qui sont en fait les criollos, et qu'on appelle aujourd'hui criollos, étaient utilisés pour leur aspect médicinal. Donc on les faisait que pour des boissons, parfois aussi dans des alcoolatures ou autres. Il y avait d'autres variétés qui étaient utilisées plutôt comme aliments, d'autres qui étaient utilisées comme monnaie. Mais chaque cacao avait des propriétés spécifiques. Aujourd'hui encore, finalement, on a différentes variétés. Donc derrière le criollo, on parle souvent du forastero, qui veut dire étranger, en fait, traditionnellement. C'est pareil, une traduction qui est assez limitée. Et derrière ça, il y a une grande, grande, grande diversité de génétique qui se cache. Le cacaoyer, pour donner une idée, il est pollinisé par des tout petits insectes, souvent les moustiques. Et oui, les moustiques pollinisent le cacao, aussi des petites mouches ou des fourmis. Et un cacaoyer peut être pollinisé jusqu'à 7 ou 8 fois une même fleur. Donc, c'est quelque chose d'assez rare dans la nature, mais qui montre l'immense brassage génétique. Donc en fait, c'est très dur d'avoir des génétiques pures. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes de génétiques. Aujourd'hui, on est sorti dans le monde du cacao fin. On parle plus de Criollo, Forastero, Trinitario. Trinitario venant de l'île de Trinidad, qui aurait été un mélange entre le Criollo et le Forastero. Bon, aujourd'hui, la réalité génétique, elle est beaucoup plus complexe. On parle d'amélonado, bon, il y a tout un tas de types qui se sont développés. Donc voilà. En tout cas, tout ça pour dire que le criollo, il a une réalité, mais il faut pas se limiter à ça. Le monde du cacao est beaucoup plus complexe que ça. Finalement, derrière la génétique, qui est le premier facteur qui va influencer la qualité d'un cacao, il y a aussi un autre qui rejoint beaucoup aussi le monde du vin, mais pas que, c'est le terroir. C'est où est-ce qu'il pousse. Quelles conditions? Donc le terroir, ça à comprendre comme l'ensemble des conditions pédologiques, donc le sol, climatique, climatique dans le sens de l'eau, du vent, et voilà, il y a aussi des pratiques culturelles potentiellement. Donc tout ça, ça va aussi influencer le goût. Ensuite, on va avoir quelque chose d'autre, c'est les modes de fermentation. Toutes les fèves de cacao ne sont pas fermentées, mais aujourd'hui, en tout cas quand on parle de cacao fin, elles sont systématiquement fermentées. Il faut savoir que fermenter la graine tue la graine, donc il y a un processus de mort qui passe par différents processus de fermentation, euh, enfin je vais dire différentes levures et bactéries qui vont venir agir. Et ce processus, il est très important pour développer à la fois l'arôme, mais aussi les nutriments d'une fève de cacao. Et ça fonctionne un petit peu comme un compost, c'est-à-dire que quand on fait fermenter les fèves de cacao ensemble, la température monte et on est généralement entre 40 et 50 degrés. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que pour avoir un bon cacao, il faut le fermenter. Or, en Europe, les normes officielles disent qu'au-delà de 42 degrés, on n'est plus sur un produit cru. Donc en fait, le cacao cru, c'est le cacao quand on le mange au moment de la récolte. C'est une fève qui est violette, assez indigeste, et extrêmement riche en antioxydants, mais quand on en mange une, alors ça brûle le plexus solaire, ça brûle l'estomac, on le sent quoi. Donc déjà, cette appellation de cacao cru est un petit peu controversée, puisqu'en fait, la fève de cacao a déjà été cuite par l'activité microbiologique, c'est-à-dire à plus de 42 degrés. On est souvent autour de 47-48 en général. Après, ça va dépendre de la fève, Ouais, tu enfin de m'avais la dit que tu as eu fermentation. l'occasion de goûter une tablette violette comme ça, qui était vraiment de cacao cru et que c'est un aliment encore d'une puissance bien plus grande que
ce qu'on connaît. Enfin, c'est très rare. Et je voulais Alors, oui. je pense juste à un petit truc pendant que tu parles de fermentation, parce que là, moi, je suis une formation en cuisine végétale et on a eu un jour un expert en fermentation. Il nous a dit, mais c'est assez curieux parce que les populations souvent se présentent par par leurs produits fermentés. Donc, par exemple, je ne les connais pas beaucoup, mais par exemple, nous, les Français, ce serait le fromage, le vin. Euh, les Japonais, ce serait la sauce soja, le miso. Les Coréens, le kimchi. Enfin, il y a quelque chose de très culturel à avoir un. Et donc, est-ce qu'on parlait du microbiote et tout ça? Bon, ensuite, c'est des sujets encore vastes et qu'on explore en ce moment, mais, euh, mais je me suis demandé peut-être que la caractéristique aussi, parce que finalement, ça meurt, mais ça revient sous une nouvelle forme de vie bactériologique qui est quelquefois démultipliée. Et c'est une nouvelle. Voilà. Donc, je pensais juste à ça pendant que tu parlais de Oui, fermentation alors pour. Ouais. pour l'affirmation culturelle, c'est intéressant. Après, les modes de fermentation traditionnels sont assez mal connus. Quand je dis traditionnel, je veux dire en tout cas précolombien ou vraiment des populations indigènes en Amérique. Parce que voilà, le cacao est surtout originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que c'est un patrimoine alimentaire, mais aussi culturel énorme. Donc, il y a un lien entre une nourriture fermentée et une importance culturelle. Cependant, je pense que les modes de fermentation ont beaucoup été influencés par l'Occident, tant dans les procédés que aussi dans les recherches de goût notamment, puisque beaucoup autrefois ne le fermentaient pas forcément, mais le torréfiaient plutôt. Soit dit en passant, dès lors que l'on ouvre une cabosse de cacao, donc la cabosse c'est le fruit du cacaoyer, dès lors qu'il y a un contact avec l'air ambiant et la fermentation commence. Donc il y a toujours une fermentation. Ce chocolat violet dont effectivement je t'avais parlé la dernière fois que tu as mentionné, c'est un chocolat que fait une chocolatière qui dès la récolte va mettre les fèves blanches encore entourées de la pulpe, donc c'est la pulpe qui est blanche, dans un déshydrateur pour empêcher toute fermentation. Donc c'est un processus qui est assez rare, qui n'est pas possible sans technologie. Il faut un déshydrateur parce que sinon, le temps même que le cacao sèche, il y a déjà une petite fermentation qui se fait. Et alors c'est très puissant, oui, c'est-à-dire que c'est très puissant en antioxydants et c'est très dur à digérer. Après, ça va dépendre qu'est-ce qu'on cherche. Si ce qu'on cherche, c'est une bombe d'antioxydants, je pense que, je pense que c'est probablement l'aliment le plus riche en antioxydants de la planète, selon beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites, particulièrement crues. Donc voilà, ça a vraiment une grande quantité d'antioxydants. Après, il y a d'autres enzymes qui sont difficiles à digérer. Et comme tu le disais, la fermentation va ajouter aussi beaucoup de vie. La graine devient infertile, on ne peut plus la cultiver, mais il y a énormément d'autres formes de vie qui sont présentes et qui vont ajouter d'autres vertus. Voilà. Donc Et ça donc, va dépendre de ce qu'on quelle appelle puissance on cherche. les fèves crues aujourd'hui, c'est les fèves qui ont été donc fermentées, mais déshydratées à la suite de la fermentation. Et celles qui sont conventionnelles, elles sont fermentées puis torréfiées. Et donc là, ça tue, c'est un peu comme un produit pasteurisé et un produit non pasteurisé. Voilà. Alors après, le cru, même là-dedans, si on réfléchit bien, bon là je donne un petit peu l'envers hein, de toutes ces appellations marketing, mais même le cacao cru euh, n'est pas toujours non torréfié. Alors, ça dépend ce qu'on va appeler la torréfaction. Souvent, la torréfaction, on pense plutôt sur du 180-200 degrés quand on parle de noisettes, d'amandes ou de café. La torréfaction du cacao se fait quand même moins. On est souvent plutôt sur du 110, 120 à 160 degrés Celsius, ce qui reste quand même important par rapport aux 42 degrés du cru. Cependant, il y a beaucoup de chocolat donc de fèves de cacao qui se disent crues, mais qui ont quand même été séchées, puisque contrairement à des processus comme dans l'amande ou au café, bon, on va chercher à développer certaines saveurs avec la torréfaction, mais on va avant tout chercher à sécher la fève. Donc à enlever l'humidité résiduelle qui n'est pas partie lors d'un séchage au soleil. Et du coup, lors du processus de séchage qu'on appelle torréfaction, la fève va pouvoir être conservée plus longtemps. Et moi, je connais pas mal de marques qui en fait font du cacao cru, mais qui en fait font quand même une torréfaction douce parce que ça permet de bien stériliser la fève et de faire en sorte qu'il y ait une conservation du produit. Juste pour Donc partager voilà. un mini truc, parce que moi je me suis rendu compte de ça quand j'ai réfléchi à l'histoire de l'importation du cacao, et je me suis dit, bon, à l'époque on avait des bateaux,
euh, qui avait, évidemment, les caves étaient humides, etc. Et donc, pour pouvoir conserver au mieux et que ces cargaisons de chocolat traversent l'Atlantique, je pense que cette pasteurisation avait un intérêt vraiment important. Mais aujourd'hui, bon, j'ai compris que ce groupe de crudivores américains, peut-être de Californie, qui a réussi à développer une filière, une première filière de cacao cru pour les États-Unis, qui a donné l'exemple. Et puis maintenant, on a accès à voilà, à des fournisseurs et des importateurs qui prennent soin de nous amener du bon cacao encore nutritif. Alors, j'aimerais juste te poser une autre question qui va dans le même sens. C'est parce que tu parlais du terroir tout à l'heure, tu commençais à en parler. Et parce que j'ai quand même compris que qu'il y avait aujourd'hui, et tu parlais aussi des femmes et des petits producteurs, du fait qu'en nous intéressant à ces qualités, on préserve ou on favorise aussi des cultures biodynamiques. Et j'ai aussi appris à l'inverse qu'aujourd'hui, il y a des hybridations. Parce que j'aimerais bien que les gens qui écoutent puissent mieux savoir quel cacao choisir et ce qu'il y a dans tous ces cacaos. Donc j'ai aussi appris qu'il y a une grande partie finalement de la production mondiale maintenant qui sont des variétés qui sont quand même très hybridées, qui poussent plus sous la canopée comme les variétés anciennes, mais qui ont même la capacité, peut-être grâce aux modifications génétiques qui ont été développées dans des laboratoires, qui ont la capacité de survivre sur des champs euh, au soleil, peut-être en rajoutant des produits chimiques dedans, etc. Donc tout ça, ça donne quand même peut-être. Est-ce que toi, tu as des connaissances là-dessus? S'il y a pas 60% des cacao qui vraiment, et c'est pour ça qu'on met peut-être beaucoup de sucre, beaucoup de lait, parce que finalement, c'est plus bon, c'est plus le chocolat médicinal, on en est peut-être très loin. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je serais intéressé de. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses encore dans ta question. Mais pour vraiment prendre cet aspect du terroir, euh, bah, parlons du cacaoyer alors. Le cacaoyer, c'est une plante de forêt tropicale qui pousse dans des forêts humides, des espaces qui sont donc euh, extrêmement humides avec énormément de pluie. Et c'est une plante qui pousse donc dans les premières strates de végétation. Donc au-dessus, on va avoir des arbres médiums, des arbres grands et des arbres émergents dans la forêt tropicale. Donc c'est vraiment un arbre qui pousse à l'ombre, dans la brume, souvent dans des environnements très brumeux. C'est un arbre aussi qui vit avec énormément de biodiversité autour de lui. Il est souvent couvert de lianes, recouvert d'animaux, de plantes épiphytes. Donc les épiphytes, on en a peu en France, mais beaucoup dans les tropiques. Donc c'est des plantes qui vont pousser directement sur les branches. Donc ça, c'est l'environnement du cacaoyer. Le cacaoyer, c'est en ça une espèce communautaire, parce qu'il s'épanouit dans cet environnement. Et il est là, il représente d'ailleurs ça, il représente cette harmonie des différents règnes et de cette symbiose en quelque sorte dans la forêt tropicale. Donc quand on pense déjà à ça, c'est-à-dire sa caractéristique, sa vibration, voilà son état naturel, pensez à des champs de cacaoyer en monoculture sous le soleil, déjà il y a une dérivation. L'énergie de la plante n'est plus la même. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien ou mal. Ça, il va y avoir d'autres choses qui vont me permettre de peut-être apporter plus en jugement de valeur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très différent du cacaoyer traditionnel qu'on va retrouver dans moi, les projets qui m'intéressent particulièrement, donc où on va chercher à cultiver le cacaoyer dans un écosystème diversifié. À partir de là, oui, les variétés qui sont cultivées aujourd'hui, plus de 80% des variétés dans le monde, sont ce qu'on appelle le forastero. Donc j'ai dit que c'était un terme assez limité en soi, mais c'est notamment des variétés qui sont sélectionnées pour résister aux maladies, pousser vite, produire beaucoup. On ne s'intéresse pas vraiment ni à la qualité nutritionnelle, ni à la saveur. On s'intéresse surtout à la quantité pour vendre beaucoup sur un marché. Aujourd'hui, à peu près 70% de la production mondiale est en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, Ghana et Côte d'Ivoire. Et c'est essentiellement ce forastero avec voilà, donc une culture importée, euh,
assez tardivement, hein, tout début du XXe siècle. C'est à partir de 1950 qu'ils se positionnent vraiment sur une économie mondiale. Et aujourd'hui, c'est de très loin les premiers producteurs, avec beaucoup de problématiques environnementales, c'est-à-dire que le sol pour cultiver le cacaoyer, c'est un sol de forêt qu'on coupe. Donc on rase les forêts pour planter le cacaoyer. Donc il y a cette idée que oui, il y a un sol forestier qui va être riche, mais qui va très vite s'appauvrir. Bon, on peut penser à toutes les questions systémiques avec les pluies, les glissements de terrain, etc. L'assèchement, le drainage de toute la fertilité du sol, mais aussi tout simplement l'appauvrissement de la biodiversité, le manque de résilience dans un écosystème. Donc la résilience étant constituée à partir de la diversité biologique dans un écosystème. Il y a aussi des problématiques sociales très fortes, puisque c'est un système esclavagiste, ou encore aujourd'hui on pourrait dire post-esclavagiste, mais qui a quand même encore énormément de problématiques sociales. Les producteurs sont sous-payés, beaucoup d'enfants travaillent très tôt dans les plantations sans possibilité d'aller à l'école et n'ont pas de salaire pour cela. Donc des problématiques sociales extrêmement contraignantes pour que finalement s'enrichissent les intermédiaires de la filière, notamment les transformateurs et les distributeurs. C'est ceux qui prennent la plus grande marge, hein. Derrière ça, une autre problématique écologique, pire encore que l'appauvrissement de la biodiversité, c'est les produits phytosanitaires. Donc voilà, que ce soit les fertilisants ou les insecticides ou tout autre produit en cide, fongicides beaucoup aussi, qui vont avoir des répercussions très très fortes, bah, déjà sur l'écosystème, les rivières, la santé humaine et même bah, ce que contient la fève de cacao, c'est-à-dire un produit rempli de produits chimiques. Bon, Et là, ça, tu voilà, parles c'est un peu un classique, hein. de peut-être 70% déjà du marché. Oui, alors je dirais pas, je dirais au moins 50% du marché, c'est sûr, malheureusement. Alors après, tout ça bouge beaucoup. Déjà, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de labellisations qui se mettent en place. Une des problématiques dans la filière cacao, c'est la traçabilité des fèves, puisque en fait, c'est essentiellement des petits producteurs qui viennent mutualiser des récoltes. Et en fait, la traçabilité est assez compliquée. Donc, il y a de plus en plus de labellisations qui se mettent en place, mais beaucoup de grandes entreprises ont leur propre labellisation privée, donc leur propre manière de développer des projets environnementaux et sociaux pour améliorer les conditions, notamment des producteurs et des écosystèmes associés. Mais là, voilà, pour vraiment savoir ce qu'on veut, ça demande un grand sens critique. Mine de rien, commencer par le label bio, voilà, c'est ce que c'est bien critiquable, mais c'est un premier pas. Le label éthiquable, qui fait quand même beaucoup de bons investissements pour les producteurs euh, et pour l'environnement. Bon, voilà, c'est des labels qui sont connus, qui sont présents dans les grandes surfaces et qui sont des bons premiers pas. Après, il y a aussi énormément de chocolatiers artisanaux qui vont avoir des engagements. Ça demande à creuser un petit peu. Le monde du chocolat, c'est un monde de marketing. Chacun a le meilleur chocolat, le plus sain, le meilleur pour la planète, le meilleur pour nos corps. Ça demande à avoir quand même un certain discernement. Donc là, moi, ce que je dirais, il y a deux écoles. Il y a l'école de la tête, aller creuser, aller se renseigner et comprendre ce qu'il y a derrière. Et il y a aussi le discernement vibratoire ou l'intuition, c'est-à-dire essayer bah, vraiment d'ouvrir son cœur et de se dire, voilà, qu'est-ce qui résonne avec mes besoins, sans regarder juste le prix le plus bas sur des étiquettes, mais plutôt de quoi mon corps a besoin. Donc peut-être changer la question initiale pour que, en fait, nos systèmes internes qui nous guident nous amène vers un produit plus sain pour notre corps. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que il y a, euh, parce que moi je vends du chocolat, je vends des tablettes et donc j'en discute beaucoup avec mes clients et, euh, et je vois qu'il y a, quand je fais goûter les chocolats que par exemple vend Semilla ou d'autres, ces variétés plutôt Criollo, alors que souvent mes clients me disent, moi le 100%, 80% c'est trop fort, c'est pas bon, c'est amer. Euh, eh bien, de plus en plus, je commence à trouver, moi, des tablettes qui vont à 100%, mais je crois qu'on en a un petit peu parlé. Et tu me disais qu'aussi, ça dépend du niveau de maturité des fruits qui sont ramassés et que quelquefois, quand on les laisse mûrir, en fait, ils prennent du sucre. Et donc, bon, évidemment, il y a tout ce qu'on a dit, la qualité, etc. Mais il y a même ça aussi qui peut développer des saveurs. C'est le niveau de maturité des cabosses quand elles sont ramassées, et puis ça peut donner des cacao à 100% qui sont particulièrement savoureux et agréables à manger. Euh,
Et j'en ai pas goûté, mais je sais qu'il y a Mm. il y a une variété, je crois, qui est presque blanche, qui est connue pour être très grasse, particulièrement douce. Les fèves, au lieu d'être noires, elles peuvent être violettes, elles peuvent être rouges, tu l'as dit, mais il y en a aussi qui sont carrément blanches et grasses. Ouais. Oui, oui, alors oui, c'est intéressant que tu remettes, que tu déposes dans cet espace la question de la maturation des fruits. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Ça demande beaucoup d'expertise pour récolter les cabosses au bon moment. Après, c'est pas selon moi ce qui va être le plus déterminant sur l'amertume. Mais voilà, je redirai un petit peu ces quatre facteurs que sont la génétique, le terroir, bien sûr les modes de fermentation et de torréfaction. Un cacao qui est trop torréfié peut développer cet arôme un petit peu café et un peu amer. À l'inverse, le torréfié au bon niveau va casser l'amertume de certaines fèves. Il y a des terroirs qui développent des arômes très amers, d'autres très peu. Le criollo en général est connu pour être très peu amer et beaucoup plus sur des notes fruitées et florales. Donc floral, c'est très peu amer, hein. Floral, presque mielleux. On va avoir ce genre d'aromatique et souvent des aromatiques plutôt de fruits rouges, cerises, framboises, fraises. Donc voilà, ça va être des arômes qu'on va avoir. Donc tu parles de la fève blanche. Qui est en fait souvent considéré comme le véritable criollo. Donc on voit bien que là, le criollo, on en a quand même un peu à toutes les sauces. Mais effectivement, cette fève blanche, elle est beaucoup plus douce. Et là, on pourrait avoir une réflexion sur pourquoi cette fève est noire. Et en fait, en allusion, on pourrait penser aux yeux. Certains humains ont des yeux bleus, d'autres ont des yeux bruns. Les yeux bleus, c'est très beau. Ça peut être un facteur, pourquoi pas, de sélection pour la reproduction. Mais à un moment, il y a un facteur pratique, c'est que les yeux bruns euh, filtrent mieux les rayons du soleil. Et donc, il y a une sorte de sélection génétique aussi qui se fait pour s'adapter à des environnements. Alors, c'est complexe, je ne suis pas un expert sur cette question-là, mais toutefois, pourquoi la graine est amère, pourquoi la graine est brune, c'est une manière de se protéger, de développer des tanins ou des molécules qui permettent à la plante de se protéger. Quand la cabosse est ouverte par un animal, par exemple un écureuil ou un oiseau, celui-ci va goûter la pulpe très sucrée, s'en délecter, puis goûter une fève qui va être très amère, d'ailleurs très grasse aussi, donc très nutritive, ce qui va lui faire rejeter la graisse et la disperser dans l'écosystème, et aussi faire en sorte qu'il ne mange pas toutes les graines. C'est un moyen finalement que la plante a pour se protéger. Et qu'est-ce qui fait que le cacao a cette couleur? Bah, ça va être des molécules comme la caféine, la théobromine, la théophyline, qui sont en fait beaucoup des principes actifs qu'on recherche dans le cacao. Donc c'est quelque chose auquel on peut penser qui est très intéressant avec toutes les plantes médicinales. Plus une plante est stressée, plus elle génère des principes actifs et plus elle devient médicinale. Donc voilà, quelle relation on a avec les plantes, c'est un petit peu complexe quand on y pense, mais voilà, c'est penser qu'une plante qui subit des pressions dans son environnement va développer beaucoup plus de principes actifs qu'une plante qui a tout au bon moment, d'une manière rythmée. Du coup, le criollo blanc va avoir des arômes extrêmement intéressants, être très gras, mais des fèves noires vont avoir souvent plus de molécules médicinales. Et c'est d'ailleurs une réflexion qui est intéressante quand on pense à des cacaoyers qui sont cultivés dans des milieux quasi désertiques, avec très peu de biodiversité, énormément d'apports en eau, mais qui subissent quand même des sécheresses et des pressions hydriques. Quel est l'impact sur la qualité médicinale de ces fèves? Certains diraient si l'arbre est stressé, son énergie est moins bonne, mais d'un point de vue moléculaire, ça va développer aussi des molécules intéressantes. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir, cet Ouais. aspect-là. Hmm. Alors, je me demande Bon, vers quoi allons-nous? Oui. oui. Ouais. Bah écoute, il y a quelque chose que je trouverais intéressant de déposer en continuité de la découverte du cacao cru et fermenté. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des études qui montrent la merveille du cacao cru. Moi, je mange aussi parfois du cacao, alors je préfère l'appeler cacao non torréfié. Et c'est effectivement quelque chose d'absolument fantastique pour le corps. Mais je profiterai quand même de cet espace pour lever un petit euh, amalgame, si je puis dire,
concernant ce qu'on appelle le cacao cérémonial. Donc, depuis une vingtaine d'années, on a commencé à parler du cacao cérémonial comme un cacao propice à utiliser en cérémonie, ceremonial grade cacao, qui renvoie finalement à un cacao très pur, très peu transformé, de génétique ancienne, qui serait propice à un travail thérapeutique. Thérapeutique étant entendu non pas comme juste un travail sur le corps physique, mais sur les différents corps, donc notamment le corps émotionnel, mental, et les corps spirituels, donc les corps énergétiques. Et on voit aujourd'hui beaucoup de cacao cérémoniel cru, donc je dirais cacao cérémoniel non torréfié, qui parfois utilisent aussi des narratifs de rituels traditionnels. Moi, à ma connaissance, je ne connais aucun peuple qui, dans les cultures précolombiennes, ne torréfie pas le cacao. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui nécessaire par rapport aux conditions que sont les nôtres dans la gestion de cette graine, mais traditionnellement, le feu est un élément symbolique extrêmement important pour amener à une pratique spirituelle, une pratique énergétique. Donc, je trouve intéressant juste de replacer ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler de manière holistique avec un cacao non torréfié, mais ce n'est pas quelque chose de traditionnel, à ma connaissance, pas du tout. Voire même, traditionnellement, c'était plutôt un cacao non fermenté, et directement torréfié. Et les populations que moi je connais ont tendance plutôt à torréfier énormément le cacao, y compris dans des aspects très sacrés. Donc, pense par exemple au peuple Bribri au Costa Rica, qui vit sur la cordillère de Talamanca, qui vont accueillir chaque nouveau-né avec un bain de cacao, chaque défunt avec des onctions sacrées de cacao, chaque inauguration de maison, ou tous les rituels importants dans la communauté avec des boissons chocolatées. Et la torréfaction est d'environ 80 à 90 minutes sur feu de bois. Donc on est sur des torréfactions très importantes et pour eux, c'est comme ça qu'ils accèdent à la plante, peut-être une des plantes les plus médicinales de leur culture. Donc il y a une autre dimension qui est la dimension énergétique, en lien avec les symboliques du feu, qui est pas, ou en tout cas moins présente dans le cacao non torréfié, bien que l'élément feu agisse quand même dans la fermentation. Mais voilà, je voulais déposer ça juste par, Je suis content, Yann, que tu voilà, par, abordes ce sujet. J'étais en train de penser à la même chose et aux cérémonies, justement, et peut-être qu'après, on pourra déjà clore ce premier rendez-vous euh, passionnant avec toi. Et, euh, et c'est d'en savoir un peu plus sur la manière dont, puisque nous, on parle de cérémonie cacao comme si on refaisait ce qui est fait depuis des milliers d'années par les cultures du Guatemala et du Pérou, mais quelle est la réalité là-bas, sur place? Comment le cacao était utilisé? Est-ce que c'est vraiment en quoi est-ce que c'est vraiment sacré par les populations mayas, aztèques? Est-ce que c'était vraiment utilisé par les grands prêtres, etc. C'est quoi un peu la réelle histoire, toi, d'après tes recherches de la manière dont le cacao a été vraiment utilisé? Voilà. bon, alors, pareil, là, c'est une grande question. On pourrait passer plusieurs heures sur ça parce que c'est vraiment très riche comme question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la réalité, elle est multiple. Il y a énormément de cosmovision, donc de manière de se représenter l'univers dans les populations d'Amérique latine. C'est pas du tout une manière. Et du coup, le cacao, le cacaoyer, va s'inscrire de manière différente dans ces différentes cosmovisions. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une constante, c'est que le cacaoyer est considéré comme un arbre sacré par quasiment tous, même si ces symboliques varient parfois un petit peu d'un peuple à l'autre. La cérémonie du cacao, en tant que telle, appelée comme ça, n'existe pas vraiment traditionnellement. C'est plutôt une invention moderne, plus spécifiquement une invention de Case Wilson, un États-Unien venu vivre au Guatemala, qui a eu un chemin initiatique avec cette plante et qui a commencé à parler de cérémonie du cacao. Euh, mais traditionnellement, il y a énormément de cérémonies qui sont des espaces sacrés où l'on boit le cacao, presque même de manière systématique, comme un purifiant corporel et spirituel, afin de s'ouvrir aux énergies déjà disponibles dans l'environnement et de travailler avec les présences spirituelles. Selon les peuples, ça va différer, mais en général, c'est une plante qui nous relie à la nature, aux esprits de la nature, aux élémentaux, et aux éléments au sens large,
et voilà, et qui va être utilisé comme purifiant. Ça, c'est une constante Un petit peu comme, qu'on peut comme voir. l'ayahuasca, alors, ou les plantes comme les champignons qui sont utilisés dans les... Alors, je dirais pas forcément ça. Pour moi, l'ayahuasca, c'est pas un purifiant avant tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait souvent des diètes avant de prendre l'ayahuasca, parce qu'on doit se purifier avant de prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca, pour moi, n'est pas conséquent. Alors, l'ayahuasca, c'est pareil, elle est utilisée par différentes cultures, elle n'a pas toujours la même considération. Donc, c'est difficile d'avoir un discours généralisant. Il vaudrait s'ancrer dans un territoire, dans un peuple. Mais en tout cas, à ma connaissance, l'ayahuasca, c'est plutôt une plante initiatrice, une plante de savoir. Elle peut être aussi une plante de guérison très puissante pour des maladies incurables, mais des plantes de purification, on va plutôt penser au tabac. Le tabac et le cacao sont deux plantes de purification très fortes. Et dans les différentes diètes amazoniennes, selon les localités, on va avoir beaucoup de plantes à ingérer, à mettre sur le corps, en onguent, à boire pour se purifier justement avant d'accéder à l'ayahuasca, qui va être plutôt une plante sacrée d'ouverture de conscience, d'initiation, de guérison profonde. Donc c'est pas pour moi un purifiant, même si elle va avoir un effet purifiant, certes, mais c'est pas là sa première fonction, selon moi. Alors aujourd'hui, pour moi, le point de continuité entre les pratiques modernes, donc ce qu'on pourrait appeler les cérémonies de cacao actuelles et tout le New Age, les nouvelles pratiques spirituelles qui s'hybrident entre elles. Donc tu parlais des milieux yogiques où tu avais découvert le cacao, ce qui est intéressant puisque le yoga et le cacao, c'est... Voilà, on est entre les vraies Indes et ce qu'on a cru être l'Inde pendant longtemps. Je veux dire l'Amérique et l'Inde. Mais finalement, c'est des cultures très lointaines. Le cacao aujourd'hui est inséré dans de nombreuses pratiques spirituelles du monde. Le yoga, la méditation, la danse, des pratiques aussi thérapeutiques de coaching, d'hypnose, mais aussi le sport de haut niveau, des pratiques artistiques, beaucoup de pratiques différentes. Lorsqu'on parle de cérémonie cacao, la continuité avec les pratiques d'Amérique centrale, selon moi, c'est le fait d'accepter l'idée que le cacao est un esprit ou une conscience qui a une mémoire, qui a des connaissances, qui peut être considéré comme une plante initiatrice avec laquelle on peut communiquer. Et c'est l'idée de reconnaître que cette plante a une énergie particulière qui va avoir un effet spécifique sur le corps que l'on peut valoriser pour une activité particulière. La, Ce en quoi consiste cette activité, c'est très différent entre ce que c'était traditionnellement et aujourd'hui. Traditionnellement, elle était surtout présente dans des circonstances communautaires fortes, les baptêmes, les enterrements, les initiations culturelles ou tout autre événement communautaire important, ou aussi dans des cérémonies liées aux fêtes agricoles ou à la communication avec des présences du monde naturel. Aujourd'hui, on l'utilise parfois dans ce cadre-là aussi en Occident, mais c'est surtout quand même des pratiques de développement personnel. Donc, on utilise le cacao pour libérer des émotions, vivre des états de grâce et de béatitude, libérer des choses qui nous pèsent, aller à la rencontre de nous-mêmes, de notre authenticité. Donc, on va être beaucoup plus dans un monde qui est basé sur l'individu et le développement personnel. Donc, c'est quand même une approche qui est assez différente. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément mauvaise ou meilleure. Moi, je pense qu'il y a énormément de bons dans cette nouvelle filière, puisqu'on retrouve des manières de célébrer avec des plantes simples telles que le cacao, qui ne sont pas enivrantes ou du moins qui n'engendrent pas un état de confiance modifié important, contrairement à l'alcool ou à beaucoup d'autres plantes. Une chose qui est positive aussi, c'est que le cacao cérémoniel se développe beaucoup avec cette idée de valoriser les terroirs, de valoriser l'environnement et de valoriser les populations qui travaillent avec le cacao et de transparence, donc d'avoir une véritable transparence. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui disent faire du cacao cérémoniel, mais c'est quand même une constante. C'est des projets qui revendiquent une grande conscience et une volonté de contribuer et de ramener une justice environnementale, une justice sociale, une justice économique. Donc ça, c'est, je pense, des points qui sont très bénéfiques. Là où il y a un point de vigilance à apporter, c'est sur des discours qui sont pas toujours transparents. La transparence est pour moi une valeur vraiment importante et il est parfois difficile d'avoir une véritable transparence dans certaines entreprises de cacao cérémoniel. Euh, des- Ceci étant dit, ça peut être aussi une opportunité de vendre
des fèves de cacao très simplement transformées, beaucoup plus chères qu'auparavant. Donc il y a une opportunité économique qui attire aussi beaucoup de gens de la filière, sans avoir toujours la démarche de conscience derrière. Et une chose Notre- aussi oui, qui peut être problématique, c'est la question de l'appropriation. Donc, l'appropriation en soi, c'est un mot neutre que le grand vivant fait à chaque instant. On s'approprie les choses en s'inspirant et en faisant sienne. Mais l'appropriation culturelle a parfois une dimension négative lorsque l'on s'approprie quelque chose d'un peuple, notamment lorsque ça touche au sacré, sans lui donner en retour et sans lui rendre son héritage. Donc, il y a parfois beaucoup d'appropriation de génétique particulière ou d'un patrimoine culturel immatériel qui ne bénéficie pas forcément aux populations qui sont les gardiennes de cette plante médecine, mais plutôt à d'autres intermédiaires qui ont monté des business plus récemment, mais qui sont plutôt issus du monde occidental au sens large. Et un autre problème dans ce sens, c'est l'inverse, c'est le fait que beaucoup de gens se revendiquent de cultures traditionnelles sans connaître ces cultures. Et du coup, disent nous faisons des cultures traditionnelles mayas, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que faisaient les mayas. Donc là, ça serait plutôt ce qu'on appelle la dilution culturelle, c'est-à-dire utiliser quelque chose, dire oui, c'est cela, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Donc là, c'est un gros problème avec les cérémonies de cacao aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se revendiquent de choses qu'ils ne connaissent pas, ce qui n'est pas du tout au service des populations traditionnelles, mais au contraire continue à créer une image, un fantasme de ce qu'elles auraient été qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc voilà, aujourd'hui on parle beaucoup du cacao comme la déesse de l'amour qui ouvre les cœurs. Bah voilà, pour être un peu choc, mine de rien, pendant très longtemps, c'était un dieu et c'était le dieu du commerce et de la guerre. Donc voilà, c'est pas juste l'amour et les mantras. Ça a été aussi la plante qu'on donnait aux guerriers ou aux très hautes sociétés qui étaient préparées par les femmes mais consommées par les hommes. Donc voilà, il n'est pas forcément nécessaire d'idéaliser la consommation traditionnelle de cacao. Il y avait aussi tout un tas de choses qui ne pourraient pas forcément convenir à l'éthique que l'on a aujourd'hui dans la société moderne et qui sont peut-être trop souvent idéalisées et fantasmées par manque d'une connaissance réelle de ces peuples. merci, Yoann. C'est très riche là déjà. Euh, Est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose ou qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, selon le temps, j'ai pas beaucoup parlé de toute la question de la gastronomie qui se développe autour du cacao, mais ça pourrait faire l'objet peut-être d'une prochaine rencontre. Mhm. Euh, mais ce que j'aimerais dire par rapport à nos échanges là, c'est que bah oui, il y a beaucoup de cacao sur le marché aujourd'hui et beaucoup de choses différentes qu'on vient chercher dans le cacao. Traditionnellement, en tout cas, moi, quand j'ai grandi, la société dans laquelle j'ai grandi, j'ai surtout vu le chocolat comme un plaisir gustatif, un bonbon, une friandise qu'on offre pour les fêtes, qui est souvent sucré et qui est agréable à manger. Un plaisir sensoriel éphémère qu'on a envie de renouveler. Pourtant, depuis très longtemps, c'est aussi une plante médicinale qui va avoir un impact sur le corps physique comme reminéralisant, rempli de vitamines et adaptogène. Il y a tellement de molécules qu'en fait, ça va venir s'adapter à l'organisme, qui fait que c'est un très bon complément alimentaire pour tous les diététiciens à utiliser du cacao, notamment du cacao cru, c'est excellent. Et ceux qui s'intéressent à aller encore plus en profondeur avec cette idée que le cacao n'est pas juste un aliment à consommer, mais aussi un être avec qui dialoguer, on peut s'ouvrir à une dimension énergétique, à une dimension plus spirituelle, où on peut faire des expériences avec le cacao qui vont nous amener donc plus à une dimension chamanique, c'est-à-dire à des voyages intérieurs, à des manières de dialoguer avec la plante pour peut-être se purifier, libérer des choses qui ne sont pas nécessaires et accueillir des choses qui sont plus en cohérence. Pour moi, le cacao, c'est une plante qui enseigne la diversité. Donc, c'est la diversité génétique, la diversité des saveurs et aussi la diversité des usages. C'est aussi une plante qui enseigne l'authenticité, c'est-à-dire une plante qui vient dans ces symboliques de mort et de renaissance, qui vient faire quitter tout ce qui n'est plus nécessaire en nous, purifier, pour amener à une authenticité, à cette magie du cœur, à qui je suis vraiment. Et c'est là où pour moi on peut travailler avec le cacao comme plante médicinale,
c'est pour marcher un chemin de rencontre de soi, de rencontre de qui je suis. Et cela étant dit, ce n'est pas une plante que l'on consomme avec un mode d'emploi. C'est une plante qui vient nous amener sur un chemin unique qui est mon propre chemin. Et du coup, c'est une plante qui est vraiment intéressante à expérimenter lorsqu'on veut parler des dimensions énergétiques du cacao. Expérimenter avec un esprit ouvert, avec une intention pure et avec voilà, une absence d'attente trop forte, de manière à laisser en fait ce qui doit venir, tout simplement. Et je pense que c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de magie, beaucoup de choses à apporter à notre ère en particulier. Cette plante de communauté qui vient ouvrir les cœurs, syntoniser les cœurs, ouvrir à qu'est-ce que je suis au profond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Voilà. Et pour rencontrer le cacao sous cette forme-là, pouvoir rencontrer le cacao sous une forme brute, une forme la moins transformée possible, qui vient des écosystèmes les plus purs possibles, les plus diversifiés, avec des gens qui ont travaillé avec cette plante en amour, qui sont respectés et honorés dans leur travail comme dans leur économie, et une plante qui est peu transformée, donc peu altérée, c'est une plante qui va permettre au mieux de de partager ses vertus. Donc, pour cela, voilà, il y a toi, Virgile, qui commercialise du cacao cru. Il y a tout un autre nombre de commerces aujourd'hui naissants qui redonnent une véritable valeur économique au chocolat. C'est plus le prix qu'on a connu dans les supermarchés pour le Milka, les 5 promotions sur les 5 barres de 100 grammes. Oui, le cacao a un prix, mais oser donner ce prix, c'est oser aussi valoriser toute la noblesse de cet aliment et pouvoir bénéficier des nombreuses vertus qu'il a à nous apporter. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de commentaires de la part de mes clients, mais moi, j'ai été client avant de Ro, par exemple, qui est un expert aussi du chocolat cru génial. Ils ont même enlevé le sucre de leur tablette, donc ils mettent de la date ou des fruits. Mm. Et, euh, et depuis que je suis passé à cette qualité de chocolat, euh, un carré est équivalent à peut-être 5 carrés d'un chocolat classique. Donc, euh, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un choix de rapport qualité-prix vraiment aussi valable. Je le recommande. Oui, alors dans ça, dans ce que tu dis, un petit commentaire, c'est que il va y avoir l'absence de sucre et la qualité par rapport à ce que notre corps vient chercher, que ce soit Ouais. l'antidépresseur, que ce soit le nutriment. Il va aussi avoir le goût, hein, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aspect gustatif, qui est qu'en fait, dans la plupart des chocolats, on a un chocolat de mauvaise qualité, dont l'arôme est masqué par des arômes artificiels comme la vanilline et notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Et qu'est-ce qu'on aime? C'est surtout le sucre, qui est une drogue hein, que notre cerveau réclame. On mange un carré, c'est très bon, le goût disparaît très vite et on veut en remanger un. Lorsqu'on a un bon chocolat, d'un bon terroir, le goût peut rester en bouche pour un seul carré jusqu'à plus de 20 minutes. C'est ce qu'on appelle la durée, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on va beaucoup mesurer quand on parle d'une qualité de chocolat. Et du coup, une bonne fève de cacao, quand on la mange, rien que le goût, en fait, on peut le laisser fondre et déguster ce même carré pendant 20 minutes. Ça, c'est une différence de qualité qui est énorme, qu'on va retrouver dans la plupart des cacaos appelés cacao fin, notamment chez les grands chocolatiers qui vont le travailler d'une bonne manière. Et du coup, voilà, c'est vraiment la qualité de la fève qui va donner une expérience aussi sensorielle et gustative très différente, sans même parler des apports ensuite qui répondent aux besoins de notre corps. Parfait. Euh, est-ce que hmm, tu as un profil parce qu'il y a aussi le Mercabar, etc. Il y a quelque chose où les gens peuvent voir aussi ton travail ou te contacter s'ils ont des questions plus voilà, à te poser ou s'intéressent à toi. Eh ben, pour l'instant, je n'ai pas de site particulier. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Johan Dejoie, Yohandejoie. Vous pouvez m'écrire un message sur Instagram ou Messenger ou par mail à yo.dejoie@gmail.com. Si vous êtes intéressé par le cacao, ou si vous avez envie d'échanger avec moi, je m'en ferai
Un grand plaisir. Le Mercabar, c'est un projet qui est naissant, Cacao Mercabar, donc un projet dont je vais pas trop parler ici, mais voilà, qui a pour but en tout cas de partager la magie du cacao en expérience de consommation dans différents événements. Donc c'est un projet qui est encore en train de se construire, donc j'en reparlerai plus tard. Donc, peut-être qu'un Et jour, puis, les gens pourront te contacter et te dire, voilà, j'organise un événement, est-ce qu'on peut pas avoir un Mercabar alors, pour... c'est déjà possible, si vous êtes intéressé pour ça, dès le printemps, été, automne prochain, on va tourner donc avec un bon ami à moi qui est aussi passionné par le monde du cacao. Et du coup, vous pourrez tout à fait me contacter et proposer donc de faire venir un stand de boissons chocolatées qui propose des boissons qui sont extrêmement nutritionnelles à partir de pâtes de cacao 100% pures issues du Guatemala entièrement transformé à la main par des populations de femmes Maya Tsuturil, donc sans machine, et associé à différents aliments ou super aliments pour offrir à la fois une expérience gustative riche, mais aussi vraiment très nourrissante pour que ce soit nous faire danser jusqu'au bout de la nuit, nous reposer, nous immuniser, euh, ou tous les besoins qu'on peut ressentir dans des événements festifs, des séminaires, des congrès, ou ce genre d'événements ponctuels qui regroupent du monde. Voilà. Et c'est surtout autour des thématiques du bien-être, de la musique, de la spiritualité qu'on souhaite intervenir. Et on a une page Instagram qui s'appelle Cacao Mercabar. Vous pouvez donc nous trouver sur Instagram. Merca, M, avec un K. Merkabar. Super, Ivan. Eh ben, je te remercie beaucoup. Je suis très content encore d'avoir cette nouvelle conversation avec toi. Et je serais très heureux de venir, moi, au Mercabar. Je vais qu'on a parlé, peut-être même que je viendrai contribuer un peu au développement de ce super petit projet. Et on se revoit bientôt donc, pour célébrer la vie et, euh, et et l'extase un peu. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens le chocolat de plus en plus. Voilà. Hmm. Oui, merci Virgile pour ce bel espace. Ravi d'avoir partagé tout ça. Et puis, eh ben, je salue toutes les personnes qui nous écoutent, aux personnes du futur. Et puis, ouais, avec joie pour d'autres aventures chocolatées à venir bientôt. Salut alors, Johan, et bonjour à Daphné aussi, qui nous a Ouais, mis en lien. ouais, merci à elle, absolument. Depuis le marché d'Esperanza. Exactement. Hmm, Ouais, elle est venue goûter super, une tablette et elle m'a dit, ah, mais j'ai quelqu'un à te présenter. Et voilà, c'était toi. C'était super. génial. Alors, je vais mettre pause maintenant. Hop.